Une nouvelle dynamique du gouvernement pour impulser l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Le ministre de tutelle vient de remettre des lettres de mission au recteur des universités publiques de Bamako. Les grandes lignes du document portent sur la formation et la recherche. La Banque malienne de solidarité BMS reprendra ses activités à Kidal dans la première quinzaine de ce mois. L'annonce a été faite aujourd'hui au cours d'une mission du ministère des Finances et de l'institution bancaire à Kidal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Conseil des ministres est réuni ce jeudi sous la présidence du président de la République par intérim, le professeur Djonkunda Traoré. Avec moi dans ce studio, Ibrahima Djombele, pour vous livrer son contenu. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir, c'est Ibrahim Maïga. Le Conseil des ministres qui a adopté des projets de texte, entendu une communication et procédé à des nominations. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et nous commencerons par le chapitre des mesures législatives. Sur présentation du ministre de la Justice, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant prévention et répression de l'enrichissement illicite. La délinquance économique et financière constitue une menace pour la stabilité et la sécurité des États. Elle sape les institutions et les valeurs démocratiques, les valeurs éthiques et la justice, compromet et précarise toutes les perspectives de développement. Pour lutter contre ce phénomène, des efforts ont été consentis par les pouvoirs publics de l'indépendance à nos jours, tant sur le plan législatif que sur le plan de la création de structures de contrôle. L'adoption en mars 1982 de la loi portant répression du crime d'enrichissement illicite s'inscrivait dans ce cadre. Cette loi a montré ses limites au regard de l'évolution des modes opératoires de plus en plus diversifiés et complexes et de l'ordonnancement juridique international. Sa relecture est devenue une nécessité en vue d'apporter une réponse judiciaire adaptée et efficace au phénomène de l'enrichissement illicite. Le présent projet de loi adopté pour prendre en charge cette préoccupation se fonde sur les directives de l'UEMOA, notamment celles relatives à la transparence dans la gestion des finances publiques, la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption et la Convention des Nations unies sur la corruption. Il prend également en compte les recommandations des États généraux tenus en 2008 sur la corruption et la délinquance financière. Pour une plus grande efficacité dans la lutte contre l'enrichissement illicite, le projet de loi articulé autour du binôme prévention et répression apporte plusieurs innovations. Ainsi, la liste des personnes soumises à l'obligation de déclaration des biens a été étendue à certaines catégories d'agents publics ou de responsables politiques, et ce, pour marquer un souci de conformité à la lettre et à l'esprit des conventions internationales. L'enrichissement illicite a été correctionnalisé pour plus d'efficacité, de diligence dans la gestion et le traitement des procédures. Cette option est aussi conforme aux standards internationaux en matière de délinquance économique et financière. Les faits d'enrichissement illicite ressortent en ce qui concerne les poursuites et l'instruction de la compétence des pôles économiques et financiers, les pôles économiques et financiers, les jugements relevant des juridictions pénales de droit commun. En vertu de la loi, toute personne qui aura, avant poursuite judiciaire, révélé aux autorités compétentes les faits d'enrichissement illicite sera exceptée de toute poursuite au titre de la complicité. Pour une plus grande efficacité dans la répression de l'enrichissement illicite, le secret professionnel exigé dans l'exercice de certaines professions ne peut faire obstacle à la recherche de la vérité et à la mise en évidence de certains comportements frauduleux. En outre, le projet de loi autorise dès le stade de l'enquête et de l'instruction des possibilités de saisie patrimoniale afin d'assurer l'effectivité des peines de confiscation prononcées au moment du jugement. Par ailleurs, la responsabilité des personnes morales a été prévue avec les sanctions appropriées. Enfin, le projet de loi consacre le renversement de la charge de la preuve. Au chapitre des mesures réglementaires, sur le rapport du ministre de l'Énergie et de l'Eau, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 1 au contrat de concession du service public de l'électricité signé le 21 novembre 2000 entre le gouvernement de la République du Mali et la Société Énergie du Mali, EDM SA. Le cahier des charges du contrat de concession du service public de l'électricité stipule que les tarifs réglementés sont ajustables
automatiquement chaque année et sur la base d'une formule d'indexation précisée dans le dit document. L'application de la dite formule a été suspendue depuis 2003 suite à des divergences d'interprétation entre les parties au contrat de concession. Pour surmonter cette divergence, la Commission de régulation de l'électricité et de l'eau a initié une étude sur les résultats dont les résultats ont abouti à la révision à la hausse des tarifs du service public et de l'électricité à compter du 1er février 2013. Malgré cette légère augmentation assortie de subventions, la continuité du service est assurée dans des conditions très difficiles sur le réseau interconnecté dans la plupart des centres isolés. La situation globale au plan technique et financier est particulièrement préoccupante. La société EDM SA demeure confrontée en effet à d'énormes difficultés, parmi lesquelles le déséquilibre entre l'offre et la demande croissante, l'insuffisance des investissements en infrastructures et moyens d'exploitation, la persistance de la tension des trésoreries, l'approbation du présent avenant au contrat de concession du service public de l'électricité qui a pour objet de modifier le cahier des charges du contrat permettra la poursuite des révisions tarifaires pour contribuer à l'amélioration des performances de EDM SA. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de l'Agriculture, inspecteur à l'inspection de l'agriculture, M. Sankou Touré, administrateur civil. Au titre du ministère de la Santé, directeur du Centre national d'information, d'éducation et de communication pour la santé, CENIEX, M. Suleiman Aïdara, médecin. Au titre du ministère de l'Artisanat et du Tourisme, inspecteur à l'inspection de l'Artisanat et du Tourisme, Madame Samasekou Aïché Berté, administrateur des Arts. Au titre du ministère du Développement social, de la Solidarité et des personnes âgées, inspecteur à l'inspection des affaires sociales, M. Étienne Dionnet, administrateur civil. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'Agriculture, le Conseil des ministres a examiné une communication relative à la politique de développement agricole. L'agriculture constitue l'un des piliers essentiels du développement économique et social de notre pays. Elle fournit près de 30% des recettes d'exportation et emploie près de 80% des actifs du pays. Aussi, en vue de promouvoir le développement de ce secteur, le gouvernement a adopté en 2006 la loi d'orientation agricole et mise en œuvre de nombreux programmes, plans et schémas directeurs du secteur agricole. L'élaboration de la politique de développement agricole s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d'orientation agricole qui en fixe les grandes orientations ainsi que les objectifs généraux et spécifiques. La politique de développement agricole a pour but de promouvoir une agriculture durable, moderne et compétitive, reposant prioritairement sur les implantations familiales agricoles et reconnues, sécurisées à travers la valorisation maximale du potentiel agroécologique et des savoir-faire agricoles et la création d'un environnement propice au développement d'un secteur agricole structurée. Elle vise à garantir la souveraineté alimentaire, à faire du secteur agricole le moteur de l'économie nationale, à assurer le bien-être des populations, notamment la promotion économique et sociale des populations, notamment des femmes et des jeunes en milieu rural et périurbain, la réduction de la pauvreté en milieu rural, la modernisation de l'agriculture familiale et le développement de l'agro-industrie, la protection de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles, l'augmentation de la contribution du secteur rural à la croissance économique, l'aménagement agricole équilibré et cohérent du territoire. La politique de développement agricole s'appuie sur 8 orientations stratégiques consistant à assurer la sécurité alimentaire nutritionnelle de l'ensemble des populations du Mali et contribuer à celle de la sous-région, assurer le développement institutionnel et le renforcement des capacités de tous les agents, préserver l'environnement et mieux gérer les ressources naturelles, développer les investissements dans le secteur, améliorer la compétitivité des produits agricoles et agro-industriels sur le marché au plan intérieur, sous-régional et international, développer un système de recherche et de conseil agricole au service d'une agriculture durable et compétitive,
assurer la formation de l'ensemble des acteurs du secteur et les faire accéder au niveau de connaissances et de compétences requis pour jouer leur rôle et accomplir leur mission, mobiliser les ressources et le financement conséquent et accessible en faveur du développement agricole. Les documents de politique définit les principes généraux et fixe les stratégies de mise en œuvre. Il détermine également les mécanismes de financement des activités et les modalités de suivi et évaluation. Et c'est Ibrahim. Merci Ibrahima Djombele. Vous restez avec nous. Nous poursuivons avec ce message de compassion du président de la République à son Excellence Giorgio Napolitano, président de la République italienne, suite à l'accident d'autocar intervenu près d'Avellino dans la région de Naples le dimanche 28 juillet 2013, occasionnant des pertes en vies humaines, des blessés et des dégâts matériels. Je voudrais au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et à mon nom propre exprimer à son Excellence, au peuple italien ainsi qu'aux familles durement éprouvées, mes condoléances les plus émues. En cet instant de tristesse et d'intense douleur, je forme des vœux ardents de prompt rétablissement aux blessés et prie pour le repos de l'âme des disparus. En vous renouvelant mes sentiments de profonde compassion et de sympathie, je vous prie d'agréer, Excellence, l'assurance de ma très haute considération. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire procédera demain à la proclamation des résultats provisoires complets du premier tour de l'élection présidentielle au sein de son département à partir de 10 heures. La cérémonie sera retransmise en direct sur la télévision et la radio nationale. Cet après-midi, le Premier ministre a reçu successivement les membres du réseau international des observateurs électoraux et ceux de la mission d'observation de la société civile béninoise. Les chefs des deux délégations ont abordé avec lui le déroulement de l'élection présidentielle du 28 juillet. Ils ont tous apprécié la bonne organisation et la transparence du scrutin. Agalia Gagissa. Les membres du réseau international des observateurs électoraux sont les premiers à être introduits dans le bureau du Premier ministre. Au centre des échanges, le processus de l'élection présidentielle au Mali. L'expérience du Mali fait vraiment étonne vraiment le monde puisque en peu de temps et la préparation des élections a été parfaite et que tout s'est déroulé dans les normes. C'est dans le même cadre que le Premier ministre a également reçu une délégation de la mission d'observation électorale de la société civile béninoise. Nous sommes venus lui faire part de la fin de notre mission. Tout ce qu'on a eu à faire sur les terrains, on est venu lui faire le compte rendu. On a été tous agréablement surpris. Et les votants, tous les électeurs sont sortis massivement. Pour une première fois, nous sommes tellement contents du déroulement de ce scrutin. Auparavant, ces observateurs béninois ont fait une déclaration devant la presse nationale et internationale pour donner leur vision sur le processus de l'élection du président de la République du Mali. Conférence de presse du président du Parti pour l'action civique et patriotique PACP, candidat à l'élection présidentielle du 28 juillet dernier. Il a partagé avec la presse une déclaration de concession qui reconnaîtra le gagnant à l'élection présidentielle. Yaya Samaké a par la même occasion félicité la communauté internationale et le gouvernement pour avoir réussi le pari de l'organisation en si peu de temps. Mahamadou Doumbia. Candidat à l'élection présidentielle du 28 juillet 2013, Yaya Samaké, le président du Parti pour l'action civique et patriotique PACP, s'est réjoui de la très forte mobilisation des populations à ce scrutin. Au cours d'une conférence organisée pour la circonstance, Yaya Samaké a publié une déclaration qu'il a qualifiée de déclaration de concession pour féliciter celui qui sera le président de la République suite à cette élection. Yaya Samaké, candidat du parti PACP pour l'élection présidentielle. Au-delà de l'élection présidentielle, le candidat du PACP tient à la restauration de la démocratie, certes, mais aussi à la quiétude et au respect de l'autre. Pour ma part, en tant que candidat à l'élection présidentielle de juillet 2013, je déclare ici et maintenant que je concède la victoire à celui qui sera déclaré par l'issue des urnes comme le candidat victorieux. Yaya Samaké, candidat du parti PACP pour l'élection présidentielle. Après plus d'un an de turbulences sociopolitiques et sécuritaires, aujourd'hui, notre pays a besoin de repartir sur de bons pieds.
Et quelques communiqués qui nous sont parvenus. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, le patronat des entreprises des technologies de l'information et de la communication, l'association Groupe Benso, association des pionniers du Mali, le réseau Andi Action, Développement et Perspective, la Voix des aînés du Mali, l'Alliance pour un Mali uni et prospère, le réseau des historiens et géographes du Mali félicite le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, la CENI, la DGE pour la bonne organisation du scrutin du 28 juillet dernier et remercie le peuple malien pour sa forte mobilisation et appelle les différents candidats à agir dans le sens de l'apaisement pour éviter tout conflit post-électoral. Cet après-midi, le Bureau national de la jeunesse de l'Union malienne du Rassemblement démocratique africain, UMRDA Faso-Djigui, a rencontré ses militants. Le président du Bureau national des jeunes en a profité pour appeler les militants du parti au respect des résultats des urnes pour l'intérêt supérieur du pays. Écoutons le président du Bureau national de la jeunesse de l'UMRDA Faso-Djigui, Bougouri Mamadou Diara, au micro de Moussa Fane. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est très important pour le Mali de tout faire pour aller à l'unité nationale. Et de ce fait, il serait très important pour nous d'appeler nos militants au calme, à l'apaisement et d'avoir la patience d'écouter les autorités, être derrière les institutions de la République. La jeunesse UMRDA, elle est confiante. Nous pensons que déjà au sortir de ces élections, les Maliens ont compris. Je crois que le Mali doit être un et indivisible, quelle qu'en soit la situation. Et pour cela, nous pensons que nous sommes confiants, que nos militants sachent raison garder. Et nous devrions être convaincus que c'est ce Mali qui nous réunit. Et c'est pour ce Mali que nous sommes tous engagés. Le gouvernement veut impulser une nouvelle dynamique à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, une volonté qui s'est traduite par la remise des lettres de mission au recteur des universités publiques de Bamako. Les grandes lignes de ce document portent sur la formation et la recherche. Le compte-rendu de Mohamed Diarra. En remettant les lettres de mission aux 4 recteurs des universités publiques de Bamako, le ministre les renvoie à l'exercice de leurs fonctions avec de lourdes responsabilités. Je vous engage à mettre un accent particulier sur la formation supérieure spécialisée et professionnelle, la recherche, l'innovation scientifique, la production, le développement et la diffusion de la culture des connaissances, la promotion et le développement des nouvelles technologies, ainsi que la réalisation d'expertise au profit de la société et du secteur économique. Cette ligne directrice tracée par le gouvernement engage les parties signataires des documents qui sont les recteurs. Pour ces derniers, l'heure a sonné de redorer le blason de l'école malienne. Solennellement, nous prenons ici l'engagement de respecter scrupuleusement la feuille de route qui nous est ainsi confiée, la tâche qui est contenue qui nous est confiée, et de vous rendre régulièrement compte. Ainsi, nous le ferons à travers des évaluations périodiques. Ces lettres de mission, selon les recteurs, renforcent davantage leur autonomie. En clair, il s'agit d'aller vers une gestion rationnelle et professionnelle des universités. Ceci passe d'abord par la rationalisation du système au niveau de l'enseignement fondamental, du secondaire, avant d'arriver à l'université. Parce que l'université reçoit le produit de ces deux sous-systèmes du système éducatif. Donc, il faudrait rationaliser à ce niveau et il faudrait que nous arrivions à nous convaincre aussi que tout le monde n'est pas fait pour l'enseignement supérieur. Ensemble, en réfléchissant, nous pouvons trouver des solutions idoines à nos problèmes. Pour le ministre, il s'agit de veiller à la mise en place correcte de la politique nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Une politique qui obéit à un certain nombre de principes. Vous devez incessamment œuvrer à contribuer à donner à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique et technologique ses lettres et son honneur altéré par des défis que vous connaissez bien à travers vos expériences respectives. L'objectif final de cet exercice est de former des ressources humaines de qualité capables de répondre aux exigences du marché.
La Commission nationale de l'UNESCO a remis 2 documents importants au ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales. Il s'agit du livre d'or des élèves du Sénégal à leurs homologues du Mali et le manuel de référence de la CEDEAO, le compte-rendu de Fademba Keïta. Le livre d'or est un document de 117 pages. À travers des images, des caricatures et des poèmes prônant la paix, les élèves sénégalais s'associent à la cause de leurs frères et sœurs du Mali pour manifester leurs émotions face à la crise qu'ils traversent. Quant au second, c'est un manuel de référence, la CEDEAO, sur la culture de la paix, les droits humains, la citoyenneté, la démocratie et l'intégration régionale. Ces 2 documents seront diffusés en français et en langue nationale pour que tout le monde puisse s'imprégner des idéaux de l'UNESCO qui consistent justement dans un seul objectif, apprendre à vivre ensemble. Pour le ministre de l'Éducation, ces 2 ouvrages symboles de l'intégration africaine sont de nature à contribuer à promouvoir la culture de la paix dans notre pays. L'UNESCO a travaillé à aider la CEDEAO pour que les concepts, n'est-ce pas, des notions de culture de la paix soient intégrées dans les curricula, ceux pour lesquels nous nous engageons effectivement à réaliser cela. Le manuel est conçu par les pays membres de la CEDEAO et financé par l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Composé de 7 modules, le document de 160 pages traite plusieurs sous-thèmes qui sont entre autres la culture de la paix, la gestion des conflits, la citoyenneté, les principes et normes caractéristiques des droits humains. Le directeur général du budget informe les fonctionnaires et contractuels des collectivités territoriales des régions de Tombouctou, Gao et Kidal payés sur le budget d'État et sur biétage que 2 pôles sont retenus pour le paiement de leur salaire du mois de juillet 2013. Pôle de Bamako pour les travailleurs déplacés des 3 régions à Bamako et environ. Au niveau du pôle de Bamako, les paiements se feront les vendredis 2 et samedi 3 août 2013 à partir de 9h au lycée Askia Mohamed de Bamako pour les 3 régions du Nord. Pôle de Mopti pour les travailleurs restés dans les 3 régions et ceux déplacés à Mopti et environ. Au niveau du pôle de Mopti, les paiements se feront les vendredis 2, samedi 3, lundi 5 et mardi 6 août 2013 à partir de 9h au gouvernorat de Mopti pour les 3 régions du Nord. Signature de contrat entre des étudiants en formation au Centre de formation des métiers de la chaudronnerie et de la tuyauterie Négué-Blanc et leur employeur Imagri. C'était sous la présidence du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Isaac Tchenou, pour le compte-rendu. Ils sont 10 jeunes, dont une fille a signé leur premier contrat d'embauche avec une entreprise qui l'ont séduit de par la qualité de leurs prestations. Ces jeunes déscolarisés sont issus des centres de formation de métiers de la chaudronnerie et de la tuyauterie Négué-Blanc. Ils étaient récemment en stage à l'industrie malienne d'agriculture, Imagri. Ce que nous avons trouvé heureux, c'est que avant la fin même du cursus, l'entreprise Imagri a manifesté l'intention et le désir de les recruter directement. Nous avons dû même, nous, centre de formation, négocier avec Imagri pour trouver un modus vivendi de manière qu'ils puissent boucler leur cycle d'apprentissage, qu'ils puissent faire les évaluations chez nous. Pour les entreprises comme nous, dans le domaine de la chaudronnerie, de la construction métallique, on a un réel besoin de personnel formé. Je dirais de manière générale, si vous allez voir les entreprises au Mali, il y a toujours un besoin en formation. Ce qui se passe avec Négué-Blanc, c'est vraiment, ils font du très bon travail. Le gouvernement malien, qui œuvre pour l'emploi à travers des structures comme l'APEJ et l'ANPE, ne peut qu'encourager une telle initiative. Au-delà de la promotion de l'emploi, cette cérémonie est le témoignage de l'importance de la formation professionnelle, surtout de l'apprentissage dans le secteur moderne. Je voudrais ici adresser mes vives félicitations et mes encouragements aux acteurs de ce terrible événement
à savoir les responsables d'Imagri et du centre de formation Negueplan. Les tout nouveaux employés travailleront précisément dans les domaines de la soudure et de la chaudronnerie à Imagri. La Direction nationale de l'agriculture et ses services rattachés sont réunis depuis ce matin pour faire l'état des lieux de la campagne agricole en cours. Il est attendu pour cette édition plus de 7 millions de tonnes de céréales. La réunion de concertation permettra aux participants de collecter plus d'informations afin de mieux gérer la campagne. Nyanyalou Traoré. De la bonne sémence, de bons intrants agricoles, des bras valides et pour terminer, de la pluie bien répartie entre les zones de culture. Voilà ce qu'il faut pour réussir une bonne campagne agricole. Celle en cours au Mali 2013-2014 accuse un léger retard à cause du démarrage tardif de la saison hivernale. L'espoir est cependant permis compte tenu ces derniers temps de la bonne pluviométrie. Place maintenant à l'atteinte des objectifs. Les objectifs de production agricole au titre de la campagne agricole en cours sont de 7 590 690 tonnes de céréales et 500 000 tonnes de coton-graines. Pour y parvenir, les objectifs d'emblavure que nous sommes assignés sont de 3 416 474 hectares pour les céréales sèches, 869 702 hectares pour le riz et 522 000 hectares pour le coton-graines. Dans le souci d'atteindre ces objectifs, le gouvernement a fourni des efforts appréciables pour accorder une subvention aux intrants, nommés semences et engrais, à hauteur de 35 milliards. Durant les 2 jours de travaux, il est attendu des participants d'analyser en profondeur le niveau de réalisation qui marque la mise en œuvre des activités de la campagne 2013-2014. Tout après cette rencontre-là, on va faire une communication verbale pour le Conseil des ministres qui va porter sur le plan de campagne agricole 2013-2014. Donc moi, je serais heureux aujourd'hui d'écouter les gens du terrain pour me dire comment est la situation au niveau de chaque région. Et c'est pourquoi je souhaiterais que, en tout cas aujourd'hui, toutes les dernières avis passent pour que je puisse avoir l'image réelle du terrain que je vais ajouter à la communication globale qui sera. Lance de la production céréalière et maraîchère dans les zones rebelles. C'est un tout nouveau projet qui vient d'être lancé par Islamic Relief et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il aura pour objectif d'améliorer la production alimentaire de près de 6 600 personnes démunies. Cheikh Oumar Sangaré. Le projet ainsi lancé vise le renforcement des moyens de résilience des ménages vulnérables retournés du cercle de Gourma-Rousse en 6e région. Cela par la relance de la production agricole en vue d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. Au total, ce sont 1867 ménages affectés par la crise qui vont bénéficier de ces projets mis en œuvre par l'ONG Islamic Relief. Il est prévu une réduction de l'insécurité alimentaire au cours de la prochaine saison agricole. Les populations seront mieux outillées pour trouver une récolte abondante après la plantation. Les bénéficiaires directs vulnérables du cercle de Gourma-Rousse seront identifiés par Islamic Relief selon les critères de ciblage. Ménages qui n'ont pas de revenus réguliers, pas de présence d'un fonctionnaire, d'un salarié, etc. dans les ménages. Les ménages avec peu d'actifs, les ménages dont le chef de famille est une femme. Le projet envisage de faciliter l'accès des populations aux intrants agricoles, renforcer les capacités des producteurs et améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle dans la zone de couverture. La FAO, qui finance les 10 projets, entend poursuivre l'appui à l'État pour le retour des déplacés. Au bénéfice de la paix, de la sécurité, retrouver les populations reprennent timidement le chemin du retour, mais cela ne peut se faire sans un appui de l'État et de ses partenaires au développement, de toute l'importance du financement de ce projet. Je profite de cette occasion pour réitérer au gouvernement tout l'intérêt de la FAO dans la poursuite de la promotion de la coopération avec le Mali. Le projet de renforcement des moyens de résilience des ménages vulnérables retournés des régions nord Mali par la relance de la production céréalière et maraîchère des zones libérées couvre 6 communes du cercle de Gourma-Rousse pour une durée de 6 mois. La Banque malienne de solidarité BMS va reprendre ses activités à Kidal dans la première quinzaine de ce mois.
Annonce faite lors d'une mission de prospection du ministère des Finances et de la BMS, mission qui a visité les locaux de l'agence BMS de Kidal, fermée depuis le 31 mars 2012. Envoyés spéciaux à Kidal, Tiédé Camara et Mamari Kone. Les activités bancaires jouent un rôle important dans le retour de l'administration dans les régions du nord de notre pays. C'est en vue de la reprise des activités de la Banque malienne de solidarité qu'une mission conjointe, ministère des Finances, Banque malienne de solidarité, vient de séjourner à Kidal. L'objet de la mission, c'est pour accompagner le retour de l'administration en général et particulièrement des banques dans les régions du nord. Et je vois que l'occasion m'est donnée pour remercier l'APB qui a répondu favorablement à la demande du ministère des Finances et que le ministre des Finances également en soit remercié pour cette décision. Et je profite également de cette occasion pour remercier les autorités de l'aménagement qui ont bien voulu accompagner cette mission et dans son volet clé de transport et de logistique et d'accompagnement de toute la mission pendant toute la durée de cette mission. Sur place, la mission a fait l'état des lieux pour voir dans quelles conditions l'agence de Kidal peut reprendre ses activités. Constat, les locaux sont en bon état. Tout le matériel est sur place, à part l'argent. Je crois que les coffres sont vides. Et sinon, tout le matériel est sur place. Nous n'avons pas pu les faire fonctionner parce qu'il y a un manque d'électricité et d'eau. Mais les autres autorités nous ont garanti le retour rapide de l'électricité et de l'eau. Nous sommes d'ailleurs dans la même mission que des techniciens d'un agent global de télécom qui va tout de suite nous donner l'accès n'est-ce pas, à la data pour que nous puissions nous connecter à notre site central. Et je crois que rapidement, d'ici le 15, objectif que nous nous sommes fixés et que nous avions promis aux autorités, le 15 août, Inch'Allah, le service bancaire va recommencer à Kidal. À Kidal, on attend avec beaucoup d'impatience la réouverture des guichets de la BMS. Vraiment, nous attendons cet événement parce que la banque nous a manqué. Ceux qui veulent envoyer de l'argent à leurs proches, à leurs amis, ils ont un handicap. Et la banque, c'est le moyen économique le plus sûr aussi pour protéger ses biens aussi. Donc nous sommes vraiment très contents, les populations attendent cet événement. En notant qu'aucune structure bancaire n'est opérationnelle dans la région de Kidal, prochaine étape de la mission, Gao et Tombouctou. Et le ministre des Finances qui a l'honneur d'informer le public que la situation du compte bancaire ouvert à la BDM SA intitulé Appui aux forces armées présente à la date du 29 juillet 2013 un solde de 3 milliards 16 376 205 francs CFA. Le ministre des Finances profite de cette occasion pour renouveler sa profonde gratitude à l'ensemble des généreux donateurs et les informer que la liste complète des donateurs figure sur le site web du ministère. La République de Pologne et le gouvernement du Mali viennent de signer un accord de don d'armement et de munitions. L'accord a été signé côté malien par Boubacar Sidiki Touré, ambassadeur du Mali à Paris, et côté polonais par Tomasz Orlowski, ambassadeur de la République de Pologne à Paris. Reportage depuis Paris de Makamfin Konati. Par cet acte, la Pologne met à la disposition de l'armée malienne un important lot de matériel. Estimé à plusieurs millions d'euros, cet appui technique vient renforcer les capacités logistiques de l'armée malienne. Je vous en remercie sincèrement. Et l'occasion m'est donnée maintenant pour témoigner toute la gratitude du peuple malien, au peuple polonais, au gouvernement polonais, au peuple français, au gouvernement français, et puis à tout le peuple européen. Monsieur l'ambassadeur, mon amiral, je voulais dire la joie de la Pologne de pouvoir assister le peuple malien dans la recherche de la stabilité et du développement dans lequel nous souhaitons prendre notre part aussi. Cette forme d'aide technique que nous vous apportons nous semble correspondre aussi à vos besoins et sachez que nous sommes toujours prêts de vous aider dans des formes qui seront décidées par nos deux gouvernements. Cet appui de la Pologne à l'armée malienne vient compléter l'engagement de l'armée polonaise auprès des forces servales et de la force européenne de formation. Maliens et Polonais ont convenu de redynamiser leur coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la formation et des investissements économiques.
Nous restons hors de nos frontières en Tunisie, moins d'une semaine après l'assassinat du député de gauche nationaliste Mohamed Brahimi. Les opposants au pouvoir d'Ennahda ne désarment pas, ils demandent le départ du gouvernement dirigé par les islamistes. Soir après soir, ils convergent vers la place du Bardo, à l'ouest de Tunis. Les opposants au gouvernement tunisien, dirigé par les islamistes d'Ennahda, se rassemblent par milliers. À 2 pas, l'Assemblée nationale constituante, paralysée depuis des mois. 71 députés sur 217 ont déjà fait défection. La contestation enfle depuis l'assassinat de 2 opposants politiques en 5 mois. Meurtre attribué à des djihadistes. Les partis d'opposition veulent un changement radical à la tête du pays. Ils réclament un gouvernement de salut national. Nous demandons donc un gouvernement composé de personnes indépendantes qui s'engagent à ne pas se présenter aux élections et qui soit présidé par une personnalité indépendante. À cette crise politique vient s'ajouter une crise sécuritaire très inquiétante. La Tunisie pleure les 8 soldats assassinés sauvagement lundi dans les monts Chambi, zone d'activité d'Al-Qaïda selon les autorités. Une attaque terroriste qui a choqué le pays tout entier. C'est la première fois que nous sommes témoins d'un tel terrorisme depuis 60 ans. Ce n'est jamais arrivé, même pendant le régime d'Habib Bourguiba ou de Ben Ali. Face à cette flambée de violence visant l'armée, le président tunisien tente d'appeler le peuple à l'union nationale. Les terroristes ont atteint la moitié de leur objectif. Va-t-on leur permettre de réussir l'autre moitié? Allons-nous les laisser nous diviser, étendre le chaos et attiser les complots? Allons-nous les autoriser à détruire l'État de l'intérieur? Allons-nous les autoriser à nous monter les uns contre les autres? Union nationale d'accord, répond l'opposition, mais pas si les islamistes d'Ennahda continuent à contrôler le gouvernement. Un bras de fer très tendu qui a des conséquences au sein même du gouvernement. Le ministre de l'Éducation a démissionné et celui de l'Intérieur menace de le suivre. En Égypte, les pro-Morsi défient le gouvernement alors que ce dernier multiplie les menaces contre d'éventuelles manifestations. Les pro-Morsi appellent à poursuivre la mobilisation. Les efforts diplomatiques s'intensifient pour essayer de sortir l'Égypte de l'impasse politique et éviter de nouvelles violences. Après l'Union européenne et l'Union africaine, c'est au tour de l'Allemagne d'envoyer son ministre des Affaires étrangères au Caire. Lors d'une conférence de presse commune avec son homologue égyptien, il a prôné le dialogue avec toutes les forces politiques. Pour un avenir pacifique et meilleur pour l'Égypte, il est nécessaire que tous les partis soient impliqués dans la période de transition et que tout ce qui ressemble à une justice sélective soit évité. À l'international, les appels au calme se multiplient, sans succès. Les États-Unis ont demandé au gouvernement égyptien de respecter la liberté de rassemblement après une déclaration des autorités qui ont chargé la police de disperser les sit-ins. Mais les partisans de Mohamed Morsi font la sourde oreille. Ils sont plus que jamais déterminés et défient le pouvoir. La menace gouvernementale, si elle fait craindre de nouveaux bains de sang, ne changera rien, ont déjà prévenu les islamistes. Retour à l'actualité nationale, le ministère de la Santé, en partenariat avec l'UNICEF, vient d'initier une série de visites dans 4 communes rurales de Kati au programme Causerie éducative avec les mères allaitantes, animation grand public sur les gestes qui sauvent avec focus sur l'allaitement maternel, des activités qui entrent dans le cadre de la Semaine nationale de l'allaitement maternel. Fatoumata Kone, compte rendu. Les mamans de Sirakoro-Meketana, de Senou, de Djalakoroji et de Safo sont sorties massivement pour écouter les sages-femmes de leur localité. Cela à la faveur d'une causerie initiée par le ministère de la Santé en partenariat avec l'UNICEF. Objectif, soutenir l'allaitement maternel aux côtés des mères, comme l'indique le thème national de la Semaine mondiale. L'objectif, c'est pour donner le maximum d'informations aux femmes pour que toutes les mamans puissent nourrir leurs enfants au lait maternel. Dans les différentes localités, les mères ont manifesté un intérêt particulier à cette causerie. Occasion toute opportune pour renforcer leurs connaissances sur le sujet.
à savoir l'apport du lait maternel à la croissance et à la préservation de la santé de l'enfant. Le lait maternel est l'aliment idéal pour l'enfant. Il est complet et contient tout ce dont l'enfant a besoin, même l'eau, les protéines, les glucides. Il est facile à digérer pour l'enfant. Il est très propre. Au cours de ces causeries, les mamans ont aussi exprimé des préoccupations relatives à des pratiques courantes, telles que le gavage, la bonne alimentation de l'enfant après les 6 mois d'allaitement exclusif. Pour bien passer le message sur l'allaitement maternel exclusif, le ministère de tutelle fonde beaucoup d'espoir sur les relais communautaires. Ce système a permis d'obtenir des résultats satisfaisants. Nous avons vraiment choisi 2 structures labellisées et 2 structures non labellisées. Senou et Safo sont les structures labellisées. Ils font aussi partie des sites du programme communautaire de nutrition. C'est l'étape de Safo qui met fin à cette causerie de bas à l'intention des maires de certaines localités de Kati. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Après la levée de sa suspension au mois de juin dernier par l'AIBA, l'instance mondiale de la boxe, notre compatriote Mohamed Diaby, qui réside en France, a non seulement repris la compétition, mais aussi des activités humanitaires. Il a collecté avec ses partenaires auprès des lycées et collèges français des denrées alimentaires de plus d'1 tonne au profit des déplacés des régions du nord de notre pays, résidant à Niamana et à Bako-Djikoroni. La cérémonie de remise s'est déroulée au ministère de la Jeunesse et des Sports en présence du premier responsable du département, des présidents du comité olympique, de la Fédération malienne de boxe et des proches du boxeur Mohamed Diaby. Je vous rappelle cette annonce du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire qui procédera demain à la proclamation des résultats provisoires complets du premier tour de l'élection présidentielle au sein de son département à partir de 10 h. La cérémonie sera retransmise en direct sur la télévision et la radio nationale. C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Demain, 10 h, 13 h, Mohamed Touré. Pour les éditions du soir, retrouvez Amadou Sankaré. Très bonne suite des programmes de l'ORTM.